Soyez les bienvenus sur le plateau télé FHP Direct depuis Santexpo 2023. Et je consacre cette table ronde au défi de la cybersécurité et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Jean-Baptiste Lapéry, vous êtes responsable national cybersécurité au ministère de la Santé. Merci d'être avec nous. Élodie Chaudron, bonjour. Vous êtes responsable de développement territorial à l'Agence du numérique en santé. Olivier Boixière, bonjour. Vous êtes directeur des systèmes d'information dans le groupe Vivalto Santé. Et enfin, Bertrand Sommier, vous êtes secrétaire général de la FHP. Et ma première question, elle est pour vous, Bertrand. La cybersécurité, on le sait, est devenue un sujet, on va dire, majeur de santé publique, notamment après les différentes attaques qu'ont connues les hôpitaux. On pense notamment à l'hôpital du Sud francilien, à l'hôpital de Versailles. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, le où en sommes-nous? Je vais laisser mes amis de l'ANS et la DNS pouvoir nous préciser un certain nombre de choses. Peut-être 2 ou 3 éléments, malgré tout, peut-être d'introduction. C'est vrai qu'on est rentré dans une feuille de route du numérique qui emporte un déploiement massif de données accessoirement personnelles, donc sensibles, qui posait, nous semble-t-il, un prérequis qui était un prérequis de la sécurité de la donnée et de leur, je veux dire, de leur vie en fait, finalement, et des transferts qui peuvent exister entre acteurs de santé. Bon. C'est vrai que côté FHP, on avait même déjà produit une première, avec l'aide des différentes DSI de la Fédé, on avait produit déjà quelques propositions dans le cadre du Ségur, donc à l'été 2020. Bien évidemment, je vais vous faire grâce de tout ce qu'on a pu mettre dedans, mais le principe était le suivant. Il s'agissait, l'enjeu était de construire ce qu'on appelait, nous, côté FHP, qu'il faudra probablement traduire différemment, un espace national de confiance. Bon. Pourquoi cet espace national de confiance? Pour 2 choses. D'abord parce qu'on a besoin de sécuriser une donnée sensible, mais surtout on a besoin de confiance. C'est-à-dire pour qu'il y ait un usage du numérique, il faut qu'il y ait la confiance des professionnels, des patients, des acteurs. Sans confiance, on pourra se raconter toutes les histoires que l'on veut, le déploiement et le virage numérique ne se prendra pas. Tout petit point complémentaire avant, parce que je sais que le temps est contraint et je voudrais pouvoir comme ça lancer un petit peu quelques idées à Élodie et Jean-Baptiste. On a un sujet alors, qui a été pris, il faut reconnaître que côté État, le sujet a été pris. Malheureusement, j'allais dire fortement sous une impulsion interministérielle à la suite des différentes cyberattaques qui ont pu toucher nos collègues de certains hôpitaux publics. Qui a été un véritable accélérateur, il faut le reconnaître, qui exige, si vous voulez, à ce qu'on pose un socle fondamental qui ne peut pas être à l'outil. C'est-à-dire que toutes les structures, tous les acteurs de santé doivent pouvoir être engagés dans cette approche de cybersécurité. On est trop imbriqués aujourd'hui pour pouvoir allotir ce sujet-là. Deuxième sujet, j'en finirai, c'est le sujet du financement. Aujourd'hui, la cybersécurité n'est pas financé parce que c'est pas aujourd'hui dans les arcanes de la construction de l'ONDAM. Ça fonctionne beaucoup par appel à projet et ça a démarré cette année sur certaines priorités qui ont été collectivement définies. On sait, et Élodie et Jean-Baptiste nous le diront, qu'il y a donc un financement pérenne et pluriannuel qui est en train de se structurer avec différents volets. Moi, juste une petite interrogation, et je sais que vous n'aurez pas de réponse, mais je la pose malgré tout. Est-ce que c'est un financement qui doit venir sur ONDAM ou est-ce que c'est un financement sécurité nationale? Bon, alors, plusieurs points, des questions. Olivier Boixière, avant de vous donner la parole, je voudrais que vous me disiez quel inventaire vous avez fait au sein du groupe Vivalto sur cette menace. Quel inventaire? Alors, ce qu'on peut dire au sein du groupe Vivalto, mais je crois que c'est assez général là, dans le secteur de la santé, on constate que la menace, elle est de plus en plus mondiale, elle est très organisée. Je vais prendre un exemple. Le sujet de la table ronde, c'est la démocratie au défi de la cybersécurité. Ce qu'on a pu constater, c'est que, je vais prendre un exemple, en CTI, on a découvert que les prises de parole du président de la République, par exemple, sur le conflit ukrainien, avec le soutien au peuple ukrainien, intensifiaient les attaques sur le territoire français. On a des mesures très précises là-dessus. Donc c'est vraiment un conflit mondial et c'est vraiment la démocratie qui est mise au défi là. C'est-à-dire on vient attaquer nos institutions
l'institution France, l'État français. Si je le dis juste, c'est que c'est vraiment mondial, c'est organisé, c'est de plus en plus fort, c'est puissant, il y a des compétences très expertes qui viennent nous attaquer. Donc ça, on le constate sur les entrées sur nos sites, et c'est de plus en plus pertinent et surtout ciblé. Alors j'insiste là-dessus parce que c'est ciblé sur le secteur de la santé. Les données de santé ont une valeur, donc effectivement, nous on constate en tout cas que si le secteur est visé, c'est parce que il est lucratif, c'est-à-dire qu'en plus ça peut apporter effectivement un financement aux hackers. Et dernière chose, c'est aussi parce que le secteur est mal protégé. C'est-à-dire qu'on a un secteur qui est particulièrement fragile, avec des niveaux de cybersécurité qui sont faibles. Et donc effectivement, c'est lucratif et en plus, les protections sont faibles. Donc c'est un terrain de jeu pour les hackers et c'est privilégié. Donc effectivement, c'est vraiment un constat qu'on fait nous et que malheureusement l'actualité a répété ce qui a été dit tout à l'heure. Juste une toute petite chose sur le financement, parce que j'en profite aussi. C'est vrai que ce sont des modalités de protection, en fait, de cybersécurité, de cyber-résilience qui coûtent très cher, sur des compétences qui sont rares, sur des modalités de financement qui sont plutôt des modalités de financement à l'abonnement, donc avec des financements pluriannuels. Je vais répéter ce que disait tout à l'heure Bertrand, mais on a besoin d'un financement pérenne et durable. Voilà, j'arrête juste là-dessus, mais c'est... On va revenir effectivement sur cette question du financement. Élodie Chaudron, Monsieur Lapéry, je voudrais juste que je vous voyais effectivement approuver les propos de Bertrand Sommier et d'Olivier Boissière. Un mot sur l'état des lieux que visiblement vous partagez, hein, et on va parler de votre mobilisation et de la manière dont vous intervenez pour aider les établissements. Je vous en prie, Élodie. Alors effectivement, donc Olivier et Bertrand nous l'ont rappelé. Hein. Aujourd'hui, donc les attaques sont de plus en plus sophistiquées. On sait qu'il y a une grande dette technologique au niveau des établissements sanitaires. On sait aussi que les établissements sanitaires aujourd'hui doivent se préparer puisqu'on ne peut plus éviter la cyberattaque. Le CERT Santé a noté un établissement sur 21 qui a déclaré un incident sur l'année 2022. Donc la puissance publique effectivement se mobilise pour pouvoir accompagner et donner un soutien à tous les établissements dans le programme qui sera très largement présenté demain lors d'une agora à 17h15 sur le stand du ministère et de l'ANS. Et donc dans ce programme, on va proposer un certain nombre d'actions, un programme qui sera pluriannuel, massif, et qui sera accompagné de financement pérenne. Je vous en prie, allez-y. Et vous allez me parler de cette task force qui est en place. Exactement. Du coup, oui, pour revenir quand même effectivement sur cette menace, ça a été dit. Alors c'est vrai que ça a été déclenché suite aussi à des événements, mais il faut voir c'est qu'on a une menace en face d'acteurs. Qui sont des acteurs, qui sont des professionnels, qui sur un marché qui se structure, qui vivent de ce domaine-là, et qui sont vraiment à un niveau de professionnalisme, mais qui s'attaquent aussi aux endroits qui sont les plus rentables, c'est-à-dire ceux sur lesquels le gain versus l'effort pour rentrer dans les systèmes d'information est le plus élevé. On a des données de santé à valeur importante côté santé. On a des établissements qui sont potentiellement prêts à payer compte tenu de l'impact sur l'offre de soins versus aujourd'hui une capacité à rentrer qui malheureusement est aujourd'hui un peu trop facile. On pourrait y revenir, l'historique, les causes, des systèmes qui sont naturellement ouverts, complexes, qui sont interdépendants, d'où cette notion d'espace de confiance. L'ambition et qui revient à la création de la task force. Pourquoi une task force? C'est pas juste se dire on met des financements et il s'agit juste de financement. Notre conviction, c'est qu'il y a un sujet de financement, on pourrait y revenir. Il n'y aura pas de miracle, on n'en progressera pas dans la cybersécurité. Si on ne met pas de nouvelles activités en place, on peut revenir sur la résilience exercice. Si on n'acquiert pas des solutions et qu'on ne monte pas en termes aussi de solutions, de pratiques, avec des investissements qui sont sur du long terme. Ça va être des solutions, des coûts récurrents qu'il va falloir maintenir et qui iront en croissant en minima sur les prochaines années et qui n'ont pas vocation à redescendre. Maintenant, où on est convaincu, c'est qu'on ne réussira que si on y va ensemble de manière ordonnée, coordonnée avec la puissance publique, coordonnée avec les acteurs industriels, coordonnée avec les acteurs régionaux, ARS et GRAN, qui seront capables d'accompagner, porter les offres en lien avec les établissements qui sont quand même au cœur, qui sont la cheville, la fourmi ouvrière, la cheville ouvrière comme on dit, pour réaliser, mettre en œuvre. Mais nous, en tout cas, l'idée qui poussait la task force, c'est qu'en se mettant ensemble, en choisissant ensemble les sujets, on peut avoir des synergies qui font qu'on pourra aller globalement plus vite, globalement plus ensemble aussi, profiter des retours d'expérience,
Parce que l'idée, c'est pas juste de dire on a 50 établissements qui sont protégés, si on revient à cette histoire d'espace de confiance, mais si on revient à la menace, était le début, on s'attaquera toujours aux plus faibles. Et vu l'interdépendance, il faut que tout le monde monte ensemble. Si on ne le fait pas, effectivement, on continuera à avoir des incidents qui se propagent. Et donc des incidents sur l'offre de soins. Ce sont les témoignages, c'est pas juste un fait technique. L'incident cyber, c'est un incident sur l'offre de soins qui concerne directement les patients et les professionnels. D'où l'idée d'avoir ce travail en task force avec les fédérations, les représentants aussi DSI et RSSI d'établissements, pour concevoir, focaliser les premières actions et effectivement avoir cet effet, si possible, d'effet entre guillemets de masse, de passage à l'échelle, où on arrive à amener le maximum d'établissements, un peu à l'image de ce qu'on a essayé de faire sur le Ségur, de l'amener sur le domaine de la cyber, avec, on pourra en revenir sur les financements, le sujet de visibilité pluriannuelle, comme on l'évoquait. La cyber ne sera pas juste un investissement d'un seul coup. Voilà, en 2023, on investit, comme je disais, on achète une belle porte blindée, elle est belle et c'est fini, on est protégé pour 10 ans. Non, ça va être un investissement en continu. Et même si on a l'état de l'art, les solutions du jour au lendemain, il y a des vulnérabilités, et il faut en permanence se remettre en question. Et donc c'est vraiment quelque chose, un investissement et un effort dans la durée. Mais on reviendra après sur ce sujet de financement. Oui, Bertrand Sommier, Olivier Boixière, se mettre ensemble pour définir des priorités et mieux agir, ça semble logique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que du bon. Non, il faut reconnaître qu'effectivement, si d'ailleurs vous avez remarqué, si on se tutoie, c'est qu'on se côtoie. Bien sûr. Et force est de constater que ces dernières années, on s'est fortement côtoyé. Maintenant, encore une fois, le sujet, l'enjeu, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Moi, en fait, ce qui a été dit tout à l'heure sur les cibles, sur un contexte géopolitique qui a accéléré, qui s'est industrialisé, engendre nécessairement une réflexion qui nous dépasse. C'est une réflexion qui est une réflexion de souveraineté nationale. Et je pense que l'ensemble des mesures qui doivent être prises à l'aune de cette prise de conscience-là. C'est-à-dire que c'est une approche structurelle, structurante et qui appelle effectivement des réponses de la même nature. C'est-à-dire effectivement qu'ils soient accompagnés de manière graduée mais collective, c'est-à-dire tous les acteurs embarqués, et qu'ils soient accompagnés financièrement parce qu'aujourd'hui, compte tenu des modalités de financement des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, on n'a pas cette marge aujourd'hui pour permettre le financement qui sont des investissements massifs, ce que rappelait tout à l'heure Olivier Boixière. Olivier Boixière, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, je partage complètement ce qui a été dit. Donc, les financements pérennes, effectivement, pour nous, c'est extrêmement important. La stratégie claire sur les éléments qui amènent des actions à fort effet de levier. Il y a quelques actions clés de bonnes pratiques qui doivent être mises en place dans nos établissements. Il faut qu'on puisse accompagner et que la puissance publique nous aide à identifier ces actions claires qui nous permettent d'aller chercher rapidement des effets de levier avec un bénéfice sur la sécurité de nos systèmes d'information. Également quelques quick wins, parce qu'il y a aussi quelques quick wins. Il y a une notion qui me semble très importante, enfin, quand on regarde, on l'a déjà évoqué avec la Task Force, parce qu'on travaille, comme le disait Bertrand, depuis un petit bout de temps sur le sujet et on est amené à continuer à travailler ensemble, c'est la factorisation, la mutualisation des ressources humaines. On est sur des choses, des sujets sur lesquels la compétence est rare, elle est chère, et donc en fait on a intérêt tous à travailler collectivement ensemble, et quand je dis tous, c'est vraiment le collectif, privé, public, ESPIC, la puissance publique, l'ensemble des acteurs. On est collectivement plus fort, et cette phrase-là qui est souvent un peu galvaudée, sur le sujet de la cybersécurité, si on élève le niveau de la sécurité sur les systèmes d'information de santé, on sera moins attaqué. On sera mécaniquement moins attaqué parce que, après, moins vulnérable, donc quelque part moins attractif. Et petite chose, moi j'arrêterai là-dessus, c'est le citoyen, le rôle du citoyen, parce que c'est la démocratie au défi de la cybersécurité. Le rôle de chacun des acteurs utilisateurs de nos systèmes d'information est primordial. La sensibilisation de ces acteurs-là, la formation de ces acteurs-là, je sais que c'est un sujet qui a été abordé largement dans la Task Force, est essentiel. C'est-à-dire que l'utilisateur final du système d'information de santé comprenne qu'il manipule une information sensible, comprenne qu'il a des règles d'usage à respecter. Et on a un gros travail à faire là-dessus parce que chaque citoyen a un rôle à jouer à son niveau, aide-soignant, infirmier, directeur de clinique, chirurgien. Élodie Chaudron, j'aimerais que vous nous donniez des exemples d'actions concrètes que vous avez fait ou qui sont en cours, et puis des attentes des établissements. Alors moi, j'aimerais vraiment compléter ce que vient de dire Olivier sur l'axe sensibilisation et formation. C'est vrai que c'est un chantier qui nous occupe principalement et prioritairement dans la Task Force, mais qui avait déjà initié en fait en amont de décembre 2022. Dans les régions, toute une offre de services est déjà mise en place pour accompagner les établissements, qu'ils soient sanitaires, sociaux, médico-sociaux. On voit des escape games.
on voit un certain nombre d'actions qui sont proposées, de services qui sont proposés à l'ensemble des établissements pour qu'ils puissent se préparer. Et au niveau puissance publique, en fait, on a réalisé, avec le CERT Santé, l'ensemble des régions RS Grade, des kits d'exercice de crise. Et aujourd'hui, il y a tout un dispositif de généralisation de ces exercices de crise que l'on souhaite vraiment porter. On souhaite vraiment que tous les établissements puissent faire ces exercices pour se préparer à la cyberattaque, formaliser des procédures, des modes dégradés, sensibiliser l'ensemble des équipes et éventuellement rédiger aussi leur plan de continuité d'activité, leur plan de rétablissement d'activité. Donc on donne aussi des outils clés en main et c'est tout l'enjeu de la task force au-delà des financements, de pouvoir finalement soutenir toutes ces démarches d'organisation au sein des établissements. Jean-Baptiste Lapéry, on parlait tout à l'heure de financement. Qui va aider les établissements? Voilà. Du coup, oui, effectivement, sur les financements et pour répondre aux questions, alors tous les arbitrages ne sont pas rendus, donc là, forcément, on ne va pas s'engager pour tous les arbitrages qui sont au niveau interministériel, mais en tout cas, essayer de pousser en tout cas la façon dont on construit le plan cyber et la vision qu'on a côté DNS. On voit à ce stade-là 3 temps qu'on souhaite construire. Le premier, qui est quand même très court terme, c'est de se dire c'est bien de faire un plan, et c'était même dans la demande interministérielle, c'est bien de faire un plan pluriannuel, c'est bien de donner une vision, c'est bien de construire, il le faut, parce qu'on ne réussira que sur du long terme, mais il y a quand même besoin d'augmenter dès le court terme, dès maintenant, et avancer des actions. Donc comment on peut le faire? Là, on a, via le Ségur numérique, la capacité à avoir des moyens alloués à la cyber et donc qui nous permettent de donner une visibilité, de dire oui, on peut lancer dès maintenant des actions. Alors, on peut les lancer. Ça ne veut pas dire que d'un point de vue administratif et technique et financier, la façon de lancer ça au niveau puissance publique, ça se fait en 15 jours. Mais en tout cas, on a ce qu'il faut pour démarrer dès maintenant et lancer la dynamique. Ça, c'est le très court terme, Ce qu'on est en train de négocier et qu'on a partagé en atelier, c'est une trajectoire jusqu'à 2027. Voilà comment on fait quand même pour permettre cette montée en puissance de l'écosystème, parce qu'effectivement, il faut passer d'un état à un autre où on va investir, en tout cas on va dépenser plus dans la cyber, mettre plus de moyens dans la cyber. Il faut accompagner cette montée en puissance qui ne peut pas être brutale non plus, mais qui doit quand même être pas soutenue. Petit pas régulier, qui était la devise DNS, mais c'est petit pas rapide sur 4 ans. Mais, et c'est la troisième étape qui peut venir en superposition, on n'est pas convaincu qu'avoir un financement spécifiquement fléché cyber à côté soit un bon signe. On l'a vu, le sujet de la cyber, c'est pas juste un sujet technique, c'est pas juste quelque chose à côté des établissements, c'est au cœur de l'offre de soins maintenant. Voilà, quand le numérique s'arrête, l'établissement s'arrête. Et donc, c'est toute la réflexion sur les nouveaux modes de financement qui ont été ouverts par le président de la République. Notre position, ce qu'on essaie de pousser côté DNS, c'est d'inclure le numérique à part entière dans ces modes de financement, d'avoir un socle minimum, d'avoir une sorte de forfait numérique qui comprendrait le numérique et donc la cyber, de façon à avoir conditionné atteinte d'objectifs, mais un volume financier qui soit ciblé sur le numérique, de façon à ce que globalement les établissements au sens large, on ne soit pas sur une décroissance par rapport à d'autres pays européens, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les budgets consacrés au numérique, c'est très faible. Et en plus, c'est en décroissance, donc c'est ça qui est aussi alarmant. Alors on dit au global, on ne va pas viser certains types, mais voilà. Et donc la part cyber qui est dedans est effectivement très faible, et c'est une des sources. Avec ce niveau faible numérique et cyber, on n'aura pas l'expertise, on n'aura pas les compétences, et on restera des cibles faciles, qui en plus ont des données à forte valeur ajoutée. Donc l'idée, c'est très court terme, être capable d'amorcer la dynamique, donc on peut le faire. Les arbitrages en cours sur le court moyen terme, donner cette visibilité pluriannuelle qui est nécessaire, parce qu'on n'investit pas dans la cyber juste pour une année, donc il faut avoir cette visibilité pluriannuelle. Et après, travailler ensemble, donc là, on ne sera pas nécessairement tous d'accord au niveau ministère, au niveau fédération, sur cranter un budget numérique de façon à ce que le numérique ait sa part, qu'on ne soit pas sur quelque chose qui soit tout le temps une variable d'ajustement, et pour différentes raisons, parce que les établissements, les budgets, c'est très compliqué, mais qu'on ait vraiment un investissement numérique, on ait des outils numériques qui soient à la hauteur des attentes des professionnels et des patients, et du coup la partie cyber aussi. Donc c'est sur ces 3 étapes qu'on essaie de travailler, lancer une dynamique avec une possibilité de court terme, et l'ancrer après dans les pratiques, que ce ne soit pas juste le budget cyber, c'est quelque chose à côté des pratiques hospitalières, c'est ça qu'on veut aussi changer dans le temps. Donc voilà sur la partie financement, et on peut revenir sur les actions qu'évoquait Elodie. La task force, c'est produire un plan pluriannuel, produire une capacité à avancer dans le temps pluriannuel ensemble avec des petits pas, mais aussi lancer toutes les démarches qu'on a évoquées dès maintenant sur des exercices, sur des auto-évaluations des établissements, pour qu'on ne soit pas juste en attente pendant 3 ans de dire qu'est-ce qu'on fait, non, alors que les attaques sont maintenant. Oui, j'étais un petit peu long. Non, je vous en prie. Une politique ambitieuse, certes, mais il y a une question qui se pose. Où trouver les compétences en cybersécurité? Bertrand Sommier, Olivier Boixière, je vous ferai réagir. Oui, je vais vous apporter une réponse miracle. On ne les a pas. Donc on n'a pas ces compétences-là, pas en nombre suffisant.
Compétences rares, certes, avec des formations. Il faut reconnaître qu'il y a quand même un gros déploiement de nouvelles formations sur les sujets, mais le temps d'eux. Bon. Alors, il y a un autre sujet aussi, parce qu'attention au plus. Il y a d'autres sujets qui est aussi des sujets de mutualisation. Là, par définition, on est sur des compétences rares, mais qui ne sont pas forcément adaptées pour un établissement de petite taille. Bon. Ça serait un non-sens. Bon. Donc effectivement, il y a d'autres façons de réfléchir. Et on évoquait tout à l'heure, effectivement, Olivier, c'est de remettre un peu le patient au cœur de tout ça. Si nous revenons sur les territoires, l'enjeu cyber qu'on évoquait tout à l'heure, il faut savoir qu'un établissement qui est en difficulté, c'est l'ensemble du territoire qui est en difficulté, qui est sous tension. Bon. De sorte qu'on est sur un sujet qui est un sujet partagé, sur lequel il n'y a aucun sujet concurrentiel de secret industriel de quelque nature qu'il soit. Donc ce sont des sujets qui peuvent être totalement partagés, quels que soient nos statuts. Bon. Et ça, typiquement, sur le sujet RH, c'est un sujet qu'on doit prendre collectivement, parce que personne ne revendiquera sa compétence, parce qu'il n'en aura pas les moyens, et surtout, il n'y aura même pas l'utilité, j'allais dire, d'usage à cette compétence-là. Donc c'est surtout aujourd'hui, au-delà effectivement d'une formation qui est démarrée, alors, il y a une pénurie, il y a un manque, il y a des formations qui sont en développement, mais on a surtout un sujet de mutualisation. Et c'est ça, effectivement, que Jean-Baptiste ou Élodie évoquaient tout à l'heure, le ensemble. Ça fait partie des sujets du ensemble. Olivier Boixière, allez-y. Oui, enfin moi je suis totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. On est oui, heureusement. Non, mais c'est un combat qui est totalement collectif, effectivement. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on peut approcher sur ce sujet-là. On n'est absolument pas en concurrence sur nos différents secteurs, sur nos différents groupes. On est vraiment là-dessus, tous alignés en fait sur l'intérêt suprême de se protéger et vraiment. Enfin, le sujet, la démocratie face au défi de la cybersécurité, c'est un défi majeur et c'est un enjeu majeur. C'est pour ça que pour nous, c'est hyper important d'avoir des financements durables, pérennes. Alors après, la modalité, effectivement, ça, à voir comment, mais c'est important parce que si c'est un enjeu majeur, il faut mettre des financements qui soient à niveau. Aujourd'hui, on a des budgets de systèmes d'information, tu l'as dit tout à l'heure Jean-Baptiste, et de cybersécurité qui sont faméliques par rapport à d'autres pays d'Europe. Effectivement, on a cette expérience chez Vivalto, pouvoir se comparer à d'autres pays d'Europe, on est vraiment très en deçà. Et en fait, on n'a pas les moyens de mettre davantage de moyens parce que juste le modèle de financement en fait, de l'hospitalisation fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas délivrer davantage de moyens. Il y a ce sujet-là, il y a la stratégie, effectivement, et ça c'est le boulot de la task force, on y travaille avec le plan d'action, la mutualisation, on l'a évoqué à l'instant, et vraiment le rôle du citoyen. C'est notre rôle à tous, on a tous un rôle à jouer sur cette cybersécurité. Élodie Chaudron, on parlait justement tout à l'heure des aides aux établissements. Quelles sont selon vous les grandes étapes? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui va arriver demain? Parce qu'on parlait de cette task force. J'ai pas les grandes étapes, j'ai pas ce secret, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on tente aujourd'hui de travailler en toute transparence avec l'ensemble des industriels, mais aussi avec les ARS et les grades qui se mobilisent et qui accompagnent les établissements et qui offrent déjà de nombreux services, aussi au niveau national avec l'ANSSI et l'ANS, avec son CERT Santé. Donc, on tente autant que possible de pouvoir répondre à ce besoin d'accompagnement de l'ensemble des établissements dans l'ambition de pouvoir répondre aux attentes du programme. Alors, cette table ronde se termine. Je voudrais juste effectivement que vous me disiez si vous souhaitez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé. Beaucoup de choses ont été dites. En particulier, je vais revenir juste sur la partie mutualisation. On cherche les clés. On travaille aussi, du coup, parce que les centrales d'achat sont là aussi avec les grades. Comment on peut trouver avec les acteurs industriels, peut-être avec les établissements, trouver des solutions. En tout cas, la volonté, et c'est pour ça que le plan prend aussi du temps, on lance beaucoup d'actions à court terme quand même, on en parlait, mais le deuxième temps, ce sera comment on arrive à passer à l'échelle, y arriver tous ensemble, mais y arriver tous ensemble de manière importante et vite. Et c'est là où il est aujourd'hui un peu la complexité globale, et la mutualisation fait partie de ces pistes pour y arriver ensemble, amener plus de 3000 établissements à bon port. Ça va être un vrai défi collectif et du coup il va falloir qu'on soit peut-être un peu créatif sur certains modèles, sur certaines façons de faire et savoir s'appuyer sur l'expertise qu'effectivement on ne pourra pas recruter autant d'experts par établissement. Donc il va falloir savoir s'appuyer sur des champions aussi de la cyber. Élodie, je vous vois hocher de la tête. Oui, oui, vous approuvez. Olivier Boixière, je vous en prie.
Moi, j'approuve aussi. Je vais laisser la conclusion, peut-être. On laisse la conclusion à vous. Bertrand, allez-y. Merci beaucoup. Non, je crois que ce qui est bien dans ces moments-là, c'est que le travail est devant nous. Alors c'est inconfortable parce qu'il y a l'urgence. Il y a l'urgence du sujet. Et en même temps, on est sur un sujet qui apporte une convergence de l'ensemble des forces vives. On a des points de divergence sur effectivement les traductions qu'on en fait, mais le fond du sujet est partagé par tous. C'est rare ces sujets-là. Donc faisons effectivement de cette rareté-là une force, parce que si on doit arriver effectivement collectivement à une issue, un programme, et qui puisse se déployer de manière structurelle sur l'ensemble des acteurs, je pense qu'on aura un beau sujet commun et on aura écrit une histoire commune qui sera relativement importante pour le secteur. Bon, écoutez, en tout cas, il y a un beau programme qui s'annonce. Moi, je vous souhaite une bonne continuation tous ensemble. Beaucoup de courage, parce que je crois que vous en avez besoin. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, restez avec nous, d'autres entretiens suivent.